Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio, avec le fondateur de Radio Imo. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie, vous êtes rayonnant ce matin. Merci beaucoup, vous aussi Sylvain, comme chaque samedi évidemment. Au programme aujourd'hui. Au programme, on va parler des taux d'intérêt. Extrêmement important. Ça monte, ça baisse. On a des plateaux. En tout cas, on va recevoir. On va recevoir quelqu'un qui va nous indiquer et nous donner un peu l'alpha et l'oméga des taux d'intérêt. On va recevoir Ludovic Usieux, le cofondateur d'Artemis Courtage. 0826 300 300. Quelles questions nous ont posé les auditeurs de Sud Radio sur le répondeur? Bérénice de Villefloriot. Eh bien, on va parler des travaux de surélévation de votre maison. Ah, est-ce que j'ai le droit de surélever ma maison, rajouter un étage? On va parler du chantier du siècle avec Grégoire Darico. Oui, bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. On parlera aujourd'hui de la rénovation des logements indécents, de logements insalubres. Et puis on fera le tour de France des biens coup de cœur. On ira à Montaigu et à Gretz-Arminville. Exactement. C'est toujours bien de commencer par Montaigu, plutôt que de terminer d'ailleurs par Montaigu. Mais avant ça, commençons quand même par les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot et Sylvain Lévy-Valency. Et oui, il y a des infos au programme cette semaine. Qu'est-ce qu'on devrait retenir si on devait prendre les principales informations, Bérénice? Alors, lueur d'espoir pour les propriétaires bailleurs bloqués face aux travaux de rénovation, frais de notaire en hausse, les fameux DMTO, et nouvelles règles fiscales dès le 1er avril, la semaine prochaine. Donc 3 infos à retenir cette semaine. On va commencer avec les logements classés G. On a les fameuses passoires thermiques. Des exceptions à l'interdiction de les louer pourraient bientôt voir le jour. Oui, vous le savez, depuis le 1er janvier, les passoires thermiques, les logements classés G au DPE, diagnostic de performance énergétique, sont interdits à la location. Mais dans les immeubles en copropriété, c'est compliqué, c'est souvent mission impossible de lancer les travaux, Jean-Marie. Il faut convaincre les voisins, il faut obtenir l'accord du syndic, il faut parfois même affronter un refus des architectes des bâtiments de France, quand on habite dans un beau bâtiment. Résultat, certains propriétaires sont bloqués, certains propriétaires bailleurs, alors qu'ils voudraient rénover. Donc une proposition de loi soutenue par la ministre du Logement, Valérie Létard, vient d'être adoptée en commission au Sénat. Donc elle prévoit des dérogations à l'interdiction de louer à condition d'avoir tout tenté. Par exemple, il faut que les travaux soient techniquement impossibles, juridiquement bloqués, ou que leur coût soit manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Donc dans ce cas-là, le propriétaire bailleur pourrait continuer à louer. Et autre nouveauté, dans certains cas, c'est le DPE collectif de l'immeuble, vous savez qu'il y a un DPE pour l'immeuble, qui pourrait faire foi plutôt que celui du logement individuel. Et alors pour info, parce que je sais que vous allez me poser la question Jean-Marie, ce sont les maisons individuelles qui concentrent le plus de passoires thermiques. Elles ont été beaucoup construites dans les années 70 et 60. 23% de logements classés F ou G contre 17% pour les appartements en copropriété. Donc prochaine étape pour le texte, il sera examiné en séance publique au Sénat le 1er avril et c'est pas un poisson. Un peu de bon sens, ça serait pas mal. Justement, alors pas bonne surprise pour les acheteurs parce qu'effectivement les collectivités locales vont, les départements notamment, de nombreux emportements vont adopter la hausse des DMTO, les droits de mutation. Oui, qu'on appelle, vous savez, les frais de notaire. D'ailleurs, ça va pas dans la poche du notaire, attention. Non, ils sont très chatouilleux là-dessus. Ça va dans la poche des départements. Les notaires touchent pas grand-chose. Bon, et à partir du 1er avril, donc à partir de la semaine prochaine, près d'une quarantaine de départements, ça y est, vont augmenter ces DMTO. Donc il y a Paris, il y a le Rhône, 100 000 euros. Eh bien, ça représente 1 500 euros à sortir en plus de sa poche. Oui, quand même. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle pour les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais acheté, ceux qui sont locataires, qui achètent pour la première fois. Eh bien, eux, ils sont épargnés s'ils veulent acheter un bien à moins de 250 000 euros. C'est quand même un beau bien. C'est déjà ça. Et pour toutes les autres, la facture grimpe. Donc voilà, DMTO qui augmente. Alors justement, 1er avril. Et c'est pas un poisson. D'autres changements vont arriver pour ceux qui veulent acheter ou investir dans l'immobilier. Gros sujet. Oui, alors petit rappel pour vous. Donc plusieurs mesures entrent en vigueur ce 1er avril pour un achat immobilier ou pour un projet locatif. Donc je vous l'ai dit, donc les frais de notaire, il y a le PTZ, le prêt à taux zéro, qui devient accessible pour vous sur tout le territoire, alors qu'il était jusqu'ici réservé aux zones tendues. Et grande nouveauté, il est désormais possible de financer l'achat d'une maison neuve individuelle, ce qui n'était pas possible ces dernières années. Et enfin, côté fiscalité, attention, si vous louez un bien en meublé au régime LMNP, vous savez, loueur meublé non professionnel, ce régime se durcit. À partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires, vous devez facturer la TVA contre 85 000 euros auparavant. Et si vous le vendez, les plus-values seront lourdement taxées car les amortissements devront être réintégrés. Donc
3 mesures en apparence techniques, mais qui peuvent avoir un impact très concret sur votre budget ou sur votre stratégie patrimoniale. Justement, à suivre. D'autant plus que notre budget va dépendre d'autre chose. Les taux d'intérêt, on en parle dans un instant. Avec Ludovic Ugieux, le patron d'Artémis Courtage, et on va examiner justement la politique des taux d'intérêt. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et parlons des taux aussi, avec votre invité Sylvain Lévy-Valency. J'aime beaucoup la propos que vous mettez, vous savez, dans les rimes. Voilà, on va parler des taux. Bonjour Ludovic Ugieux. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Artémis Courtage, l'un des principaux acteurs de l'intermédiation de crédit immobilier en France. Alors, c'est vrai, on voit les taux d'intérêt, c'est mécanique, dès qu'ils ont baissé, le marché est reparti, mais on a l'impression que ça se grippe un peu. Certaines banques, par exemple, remonteraient leur barème. Alors je sais qu'on vous la pose tous les jours, cette question, mais c'est quoi? C'est un coup de frein? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bon, il n'y a pas de grosses inquiétudes à date. Je fais un petit peu d'histoire. Les taux sur la dernière année, ça a baissé à peu près d'1%. On a atteint un pic à 4,5, toute durée confondue, et puis aujourd'hui on emprunte sur 20 ans à 3, sur 25 ans à 3,30. Donc il y a une bouffée d'oxygène, un peu de pouvoir d'achat qui a été reconstitué avec la baisse des taux depuis une année maintenant. Et ce qui est vrai et réel, c'est que depuis le début de l'année, depuis janvier, on est sur un plateau, c'est-à-dire que les taux sont stables. Il faut savoir qu'il y a en fait des indicateurs de référence qui permettent aux taux d'augmenter ou de baisser. On se souvient du conflit en Ukraine qui avait ouvert une période d'inflation et des taux qui avaient fortement augmenté. Donc impact géopolitique tout exactement. De suite sur le ménage des Français. Justement, tiens, expliquez-nous un petit peu plus de manière très très pratico-pratique, qu'on comprenne. C'est quoi le lien entre la dette de l'État et le taux de votre crédit ? Parce que je voudrais qu'on parle un peu de l'impact du budget de la défense sur le prêt immobilier, par exemple. C'est vrai, on voit le président de la République qui dit qu'il faut se réarmer. Du coup, on voit l'OAT, vous allez nous expliquer, qui flambe un peu, et du coup, hop, les taux de crédit remontent. L'indicateur de référence pour les taux de crédit immobilier, ceux auxquels vous souscrivez quand vous faites un prêt, vous achetez une maison, un appartement, l'indicateur de référence, c'est l'OAT 10 ans. C'est un peu technique, c'est les obligations assimilables du Trésor, c'est le taux de la dette française. D'accord. Ce taux, il a augmenté, il est un peu nerveux en ce moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une annonce géopolitique, à chaque fois qu'on parle d'un budget de défense, et donc potentiellement que l'État accède encore au marché, emprunte un peu plus et creuse sa dette, ça a tendance à faire augmenter ce taux. Et par voie de conséquence indirecte, ça fait augmenter aussi le taux de votre crédit immobilier. Donc effectivement, il y a un lien indirect entre les deux, mais bien réel. Si on regarde les courbes entre l'OAT 10 ans et les taux de crédit immobilier sur les 10 dernières années, elles sont complètement parallèles. D'accord. Alors question, la France donc du coup devient une dette un peu plus exposée, on peut dire les choses comme ça. Elle est un peu plus exposée d'abord parce qu'on a une dette qui est profonde, abyssale, et qu'on creuse chaque année. Donc si on imagine entrer dans une économie de guerre, il va falloir que l'État réemprunte, et ça va augmenter le taux de sa dette, et donc le taux des crédits immobiliers indirectement. Et puis il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui vont avoir accès au marché pour financer elle aussi son économie et sa défense. Et c'est un pays qui est moins endetté, donc qui probablement aura la faveur des investisseurs, un peu plus que la dette française en tout cas. Où est-ce qu'on en est sur les taux à ce jour ? Aujourd'hui, vous empruntez pour un dossier classique avec un peu d'apport, des revenus corrects et un endettement correct. Vous empruntez aux alentours de 3% en taux fixe sur 20 ans. Et la durée d'emprunt la plus... 3% à taux fixe 3% à taux fixe sur 20 ans. C'est plutôt très correct. C'est plutôt mieux qu'il y a un an, et c'est plutôt beaucoup moins bien qu'il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'on a vraiment yo-yoté sur les taux de crédit. Mais quelle était la normalité ? Est-ce que la normalité, c'était il y a 3 ans avec des taux très bas où l'argent valait quasi plus rien, ou est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui dans un rythme normal ? On est aujourd'hui dans un rythme normal et dans un retour à la normale. La parenthèse enchantée, ça a été globalement entre 2017 et 2021, où on a connu des taux de crédit qui étaient en moyenne aux alentours de 1%. Et effectivement, cette période, qui a été une période bénie pour les emprunteurs,
a aussi fait augmenter un peu artificiellement le prix de l'immobilier. Aujourd'hui, on se retrouve à des taux de crédit qui sont des taux qu'on constate, si on regarde la courbe des taux sur les 10-15 dernières années, des taux à 3%, c'est des taux qui sont en tout cas beaucoup plus normaux que cette politique trop accommodante à l'époque de la BCE qui avait permis à des taux de crédit de rester pendant 5-6 ans aux alentours de 1%. C'était ça qui était pas normal en réalité. Ça a redonné du pouvoir d'achat, on est d'accord, la baisse des taux d'intérêt, justement, si on veut être concret, ça va donner quoi pour les acheteurs en mars 2025 ? Quelqu'un qui gagne par exemple 1500 €, combien il peut emprunter ? 2500, 4000 €, 5000 €. Donnez-nous quelques cas pratiques qui ressemblent aux Français moyens finalement, qui a envie d'accéder à la propriété et qui se dit qu'il a peut-être pas forcément les moyens de le faire. Alors, moi, je vais pas vous donner de mensualité parce que j'ai pas de, voilà, petite feuille, voilà. mais en réalité, on a regagné un peu de pouvoir d'achat depuis une année. Il faut faire la combinaison de deux choses. Il faut bien comprendre que sur la dernière année, on a gagné quasiment 1% sur son taux de crédit. On empruntait à 4,30 et on emprunte aujourd'hui à 3,30 en moyenne. Et puis, il faut combiner ça avec les prix de l'immobilier qui ont baissé. Plus ou moins 10% selon que vous achetez Paris, Île-de-France ou dans certaines régions. Ça veut dire que en combinant les deux, selon les régions, vous avez gagné sur 12-15 mois, vous avez gagné entre 10 et 15% de pouvoir d'achat, ce qui est loin d'être négligeable. C'est la chambre du petit, c'est une pièce plus grande, c'est le terrain. Exactement, c'est une pièce en plus, c'est un salon plus grand, c'est effectivement, ou alors on envisage d'acheter dans l'arrondissement ou dans la ville qu'on visait précédemment, et ce projet il peut se réaliser alors que sinon on devait bouger d'une ville ou d'un département. Les mesures PTZ que toutes les banques vont adopter au 1er avril. Prêt à taux zéro. Voilà, le prêt à taux zéro. Alors quand on dit attention, manipulons bien les choses, un prêt à taux zéro, c'est un prêt qui est garanti par l'État, qui maintient donc un prêt à taux zéro qui est limité à combien ça peut aller très haut, le prêt à taux zéro, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Vous pouvez sur un logement à 150, 200 000 euros avoir 50 ou 60 000 euros de prêt à taux zéro, selon des critères qu'il faut croiser qui sont un peu compliqués. C'est les ressources, c'est la zone où vous achetez votre bien. Bien sûr. Le prêt à taux zéro, donc nouvelle mouture au 1er avril. Il y a quelques changements que je vous donne à l'antenne. Le premier changement, c'est qu'on peut à nouveau, avec un PTZ, financer dans le neuf une maison individuelle, ce qui n'était plus le cas, et c'est une bonne nouvelle. Donc, maison individuelle, appartement, bien sûr, évidemment. Appartement aussi dans le neuf. On peut toujours financer, mais à condition d'entreprendre de gros travaux dans des zones dites détendues. On peut financer aussi de l'ancien si on s'engage à faire 25% de travaux sur la somme totale. Et puis dans ce PTZ nouvelle mouture 1er avril, il n'y a plus de zonage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un appartement ou une maison à peu près partout en France et accéder au PTZ, au prêt à taux zéro. Je rappelle que ce prêt, effectivement, donc vous remboursez le capital, mais il n'y a pas d'intérêt sur cette partie. C'est un prêt qui est décaissé par la banque, mais garanti par l'État, vous avez raison. On a l'impression que l'État, effectivement, a pris quelques mesures. Remercions d'ailleurs Valérie Létard d'avoir été assez offensif dans l'adoption du PTZ. Est-ce que, par exemple, les exonérations des donations, par exemple, la possibilité de donner aux enfants, petits-enfants, vous, en tant que spécialiste du crédit immobilier, vous pensez que c'est aussi une bonne chose, ça va relancer le marché ? C'est une très bonne chose pour deux raisons. La première, d'abord, Valérie Létard a un cap sur plusieurs années, et ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé au ministère du Logement, je le salue. C'est-à-dire que elle a concentré ses mesures sur les primo-accédants qui étaient les principales victimes de la crise du crédit et de la crise de l'immobilier. Vous partagez cette idée que les primo-accédants, c'est le ventre mou du marché, c'est vraiment le moteur. Ça a été les victimes, c'est le ventre mou, mais par contre, c'est vraiment le nerf, et c'est là où il faut concentrer les efforts en réalité. La baisse du nombre de primo-accédants sur les 2 dernières années était catastrophique, et c'est vers eux qu'il faut donner les incitations. Donc le PTZ, c'est pour eux. On a parlé dans le Flash Info de l'augmentation des frais de notaire. Eux en sont exonérés, les primo-accédants. Et puis la dernière chose qui est très bien, c'est la solidarité intergénérationnelle. Ça veut dire que quand on est primo-accédant, on peut recevoir jusqu'à 300 000 euros de donations exonérées de frais de mutation. Ça peut se faire entre parents-enfants, entre grands-parents-enfants, etc., dans la limite de 300 000 euros. Et ça permet de constituer un apport qui est là aussi en forte augmentation depuis quelques années. Donc ces mesures, je les salue. C'est des mesures qui en plus entrent dans un cycle de 3 ans. C'est-à-dire qu'on a un peu de visibilité et pour le PTZ et pour l'exonération de ces frais de donation.
et je trouve ça très bien. Je le dis parce qu'en général, je le dis aussi quand ça va pas. Merci beaucoup Ludovic Ugieux d'être venu sur le plateau. Vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Artemis Courtage. D'ailleurs, on peut vous retrouver très facilement. Vous êtes implanté un peu partout en France puisque vous êtes l'un des principaux courtiers en crédit immobilier. À suivre sur Sud Radio, ça vous concerne. Avez-vous le droit de rajouter un étage à votre domicile ? C'est une question qui a été posée sur le répondeur de Sud Radio. On y répond dans un instant. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency. Et on écoute aussi, ou plutôt on répond aux questions qui nous sont posées sur le répondeur de Sud Radio. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, ça vous concerne, les amis. Et vous savez que le fait de surélever le surélevé en copropriété, c'est possible également lorsqu'on vit au dernier étage, mais c'est également possible pour les maisons. Bérénice, cette semaine, nous avons quelqu'un qui est de chez nous, de Pierre-Bénite, de la région de Lyon, à côté de Lyon, qui vous a laissé un message en nous demandant comment faire pour surélever d'un étage, parce qu'il y a des enfants qui viennent. Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est Thibaut et Elodie qui vivent dans une maison à Pierre-Bénite, une maison de 93 mètres carrés avec leurs 2 enfants. Et en fait, ils viennent d'apprendre qu'un petit 3e est en route. C'est une surprise, c'était pas prévu. Pour eux, pas question de déménager. C'est le 1er avril. Ouais, non, c'est vrai. C'est la surprise. Voilà, c'est une belle surprise. Mais bon, voilà, ils veulent pas déménager et en plus ils ne peuvent pas pour des questions d'argent. Et ils veulent surélever. Voilà, ils ont décidé de faire surélever leur maison pour gagner de la place. Alors ils se sont déjà un petit peu renseignés. Ils ont regardé ce qui se fait. Et il y a une chose qui les surprend beaucoup, c'est que les travaux ne dureraient que quelques semaines. Quoi, ils pensaient que c'était plus long. Voilà, ouais. Parce que eux, ils ont fait construire leur maison, ça a pris du temps, donc ils comprennent pas. Donc on a fait appel à un expert, Lionel Taquet, directeur de Vivéo. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Alors Lionel, vous qui êtes un expert en surélévation, voilà, pourquoi la surélévation d'une maison peut aller aussi vite ? Alors, comme vous l'avez précisé, la surélévation, c'est un système constructif qui permet donc d'agrandir sa maison par la création d'un étage. Alors pour ce faire, et en fait, afin de limiter le poids, nous utilisons le matériau bois et en fait, nous préfabriquons l'ensemble de nos structures en atelier afin de limiter la durée d'intervention sur chantier. Aussi, en fait, une fois qu'on se déplace sur le chantier et avec les moyens logistiques adaptés, on peut aller très vite pour poser l'étage en ossature bois. Et en fait, c'est tout l'intérêt de la fabrication hors site et de ce qu'on appelle la filière sèche, en comparaison un petit peu avec la filière humide ou le béton qui impose en fait des temps de séchage. Oui, c'est ce qu'on appelle le hors site. Qu'on comprenne bien, vous faites de l'assemblage en fait. Vous construisez, par exemple, les murs, les boiseries, les structures, et vous les assemblez. C'est pour ça que vous réduisez les délais ? Alors en fait oui, parce qu'en fait une fois qu'on arrive sur le chantier, nos murs arrivent sur un camion et les murs ont déjà été préfabriqués en intégralité. Nous avons intégré la structure bois, les éléments de finition, les menuiseries, les isolants et en fait de façon à ce qu'une fois que nous arrivions sur le chantier, encore une fois avec les moyens logistiques adaptés, nous n'ayons qu'à mettre en œuvre les 4 murs qui correspondent donc à l'étage, plus naturellement la charpente en suivant et c'est en fait cette préfabrication qui permet d'avoir une rapidité d'exécution sur chantier. Et il faut savoir que le hors-site, ce n'est pas utilisé que pour la surélévation des maisons. Il y a beaucoup de chantiers, même dans la ville, qui utilisent de plus en plus le hors-site. C'est un mode de construction. Vous avez raison, on peut construire. Vous nous dites, Ludovic, Lionel, excusez-moi. Et d'ailleurs, vous avez un nom prédestiné. On peut construire, in fine, sur un terrain constructible, en hors-site, pareil, de la même façon. De la même façon, l'intérêt du hors-site, c'est donc la préfabrication, c'est la rapidité d'exécution sur chantier. Et là, justement, Lionel, je vous coupe parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pour une maison de 93 mètres carrés, pour répondre à nos auditeurs, il faut combien de temps ? Il faut prévoir combien de temps, en fait, là Il faut compter 6 à 8 semaines. En fait, on a 10 jours pour mettre la maison hors dehors d'air. En gros, la première semaine, on enlève le toit. Ouais. La deuxième semaine, on arrive avec les murs, on positionne les murs, la charpente, donc la maison est hors d'eau, hors d'air. Et ensuite, il faut compter entre 4 à 6 semaines pour faire le second œuvre. On entend par second œuvre l'électricité, le placo, la plomberie et les finitions. Et tout l'intérêt du hors-site dans un système comme le nôtre, c'est que comme on arrive sur site habité, puisque les clients vivent dans la maison, l'objectif c'est de limiter au maximum les délais d'intervention, d'où l'intérêt du hors-site. Donc on peut rester chez soi pendant les 8 semaines ?
Même quand il n'y a plus de ben, toit. c'est tout l'intérêt. Vous restez vivre en bas et nous on intervient à l'étage sans nuisance sonore et sans nuisance quelconque, puisque nous ouvrons la trémie à la fin de l'ensemble des travaux pour pouvoir justement positionner. Combien ça l'escalier. coûte? Oui, Ça coûte cher? Allez, on va dire entre 2000, à peu près 2500 euros du mètre carré. Naturellement, il est possible que dans le cadre de la découverte de la maison, on rencontre quelques contraintes techniques qui fassent un petit peu diverger cette notion de prix. Mais à 2500 euros du mètre carré TTC, on est sur une moyenne qui est cohérente. Eh bien, merci beaucoup Lionel Taquet. Et je rappelle que quand on fait surélever sa maison, forcément, ça augmente le prix à la vente aussi de sa maison. Hein. Exactement. C'est en effet très intéressant dans le cadre de la revalorisation patrimoniale. Exactement. Et la prochaine fois, on posera une question sur est-ce qu'on a le droit ou pas, oui. quelles sont les contraintes, Ouais. parce que les voisins sont peut-être pas toujours heureux de nous voir ajouter un étage. C'est sûr. Mais ça peut se J'aurai faire. plaisir de vous répondre. Exactement. Merci à vous. Passez une excellente journée. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et vous tous vous posez les mêmes questions sur le répondeur au 0826 300 300. Tout de suite, le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Parico et Laurent Permas. Bonjour à tous. Laurent Permas, bonjour. Bonjour Grégoire. Laurent, vous êtes à distance cette semaine puisque vous êtes chez un installateur. On parlera de photovoltaïque une prochaine fois. Cette semaine, Laurent, j'aimerais qu'on parle de lutte contre les logements indécents. On a reçu un témoignage d'une personne ayant eu un appartement en héritage, un appartement qu'elle souhaite faire louer et qui est pas en très très bon état. Elle nous interroge sur l'insalubrité des logements et les travaux de rénovation à engager. Alors Laurent, d'abord, première question, quelles sont les caractéristiques de ces logements indécents? Comment les rendre plus économes en énergie? Et malheureusement, encore en France, on a l'habitat insalubre ou l'habitat indigne, en tout cas, qui est un véritable fléau, qui concerne entre 400 000 et 600 000 logements en France, d'après l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Alors, la définition d'un habitat indigne, c'est un logement vacant ou non qui présente en fait un danger ou un risque pour la santé, la sécurité physique des personnes et du fait de son état par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé. Vous voyez que la définition est quand même très précise. Alors, il y a quelques critères notamment pour qu'un logement ne soit pas considéré comme insalubre, Ouais. donc, comme décent. C'est une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés. C'est pas très grand déjà, 9 mètres carrés, et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres. Alors on parle de 20 mètres cubes. Moi j'ai jamais compris comment on pouvait mesurer les 20 mètres cubes lorsqu'on visite un appartement, mais bref, il doit être clos, couvert, des matériaux de construction adaptés, canalisation, revêtement, VMC. Il doit être équipé de dispositifs aussi pour garantir un éclairage suffisant. Pas d'animaux nuisibles, munis d'équipements et d'éléments de confort, cuisine, installation sanitaire, réseau électrique. Donc en fait, il est important quand même de rappeler que les bailleurs n'ont pas le droit de louer un logement insalubre sous peine de sanctions pénales. Et des logements, en plus, si on parle de performance énergétique, j'imagine qu'ils sont indécents parce que trop énergivores. Alors, ils sont indécents parce que trop énergivores, tout à fait. Depuis 2021, la loi précise en fait que la consommation énergétique est désormais un nouveau critère pour juger si un logement est décent ou pas. Alors, on le voit déjà avec 2023, les pires passoires énergétiques sont officiellement considérées comme indécentes et interdites à la location, absolument. Alors, les G, on en a parlé, c'est avec le DPE notamment depuis le 1er janvier 2025. Les F, ça va être assez rapidement avec le 1er janvier 2028 et les E pour 2034. Clairement, en fait, la loi impose qu'aucune passoire thermique, en fait, ne soit proposée sur le marché de la location. Donc, il faut donc engager des travaux de rénovation pour améliorer la décence de ces logements ? Alors oui, c'est quand même une situation un peu particulière et difficile, notamment lorsqu'on n'a pas de moyens financiers. C'est le cas notamment de nombreux propriétaires, avec la paupérisation de la population, le vieillissement du parc de logement, ou encore il y a des pratiques frauduleuses, voire
pas du tout légal, notamment avec les fameux marchands du sommeil. Donc en matière de rénovation énergétique, en fait, il existe des travaux qui peuvent être très rapidement identifiés. On en a parlé lors de précédentes chroniques, c'est les travaux d'isolation, c'est entre 25 et 30% de déperdition, le chauffage, une nouvelle chaudière, les volets isolants, les portes qui sont aussi mal isolées souvent, et puis remplacer le système de ventilation, la fameuse VMC, pour éviter tous les problèmes d'humidité puis de santé, de problématiques de santé. Donc en clair, si on veut rénover son logement face à l'indécence énergétique, la rénovation globale promet notamment des résultats qui sont plus impactants que le geste simple. Ouais. Est-ce qu'il y a comme il faut qu'on termine bientôt, Laurent, est-ce qu'il y a des aides qui sont accessibles pour aider justement à cette rénovation ? Absolument, vous avez MaPrimeRénov'. Vous avez les communes. Il faut saisir en fait la mairie lorsque vous avez un logement insalubre. Ils peuvent vous aider, notamment les équipes techniques. Vous avez les C2E, vous avez la prime logement décent, et puis les collectivités, comme je l'ai évoqué, et la CAF, qui peut aussi accorder un prêt pour les travaux. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à l'ensemble de ces dispositifs, France Rénov', et puis aussi contactez votre mairie. Merci beaucoup, Laurent Permas. Écoutez, merci à tous. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Bon, je dis merci à tous, mais c'est pas fini. D'abord, le Tour de France des biens coup de cœur. Sylvain Lévy-Valency. Oui, on va aller. Alors, je vous propose que nous allions, si je vous dis Capulet, vous me répondez. Ah oui, Capulet, je vous dirais Roméo. Oui, Montagu, la famille Montagu. Alors justement, parce que voilà, on fait appel à votre culture. Voilà, vous êtes gentil. Voilà, on va aller en Vendée, dans la ville de Montaigu, n'est-ce pas, mon cher Grégoire ? Tout à fait, Montaigu, que vous connaissez tous si vous avez écouté cette chanson paillarde. Et on va la censurer au bon moment. Et voilà. Exactement. C'est censuré, tout va bien. Chanson qui viendrait d'après l'Office du tourisme de Montaigu d'une duchesse tombée dans l'étang, formée par la digue du ruisseau Asson et qui a été vue nue par les Montacutins alors qu'elle se déshabillait pour sécher ses vêtements. Bref, c'était le quart d'heure poésie. Moi, je vous ai trouvé une maison de ville d'environ 120 mètres carrés. Une maison très bien située puisque tout se fait à pied. Commerce, école, gare SNCF, médecins, restaurants, loisirs, etc. Notre maison, elle se compose au rez-de-chaussée d'un salon, salle à manger spacieux et lumineux de plus de 57 mètres carrés, ouvert sur la cuisine. Au rez-de-chaussée toujours, vous trouverez une lingerie. On passe au premier étage où le palier dessert 3 chambres avec placard ainsi qu'une grande salle de bain, un garage ainsi qu'une terrasse externe complète notre bien. Une maison qui nous présente un DPE de B, la lettre B, diagnostic de performance énergétique, ce qui est une excellente note. Propre, oui. Bref, une belle opportunité proposée au tarif de 248 500 € par EXP France. Bon, il faudrait peut-être un petit apport et avec un bon PTZ, on peut l'avoir très facilement. Atos, zéro, Sylvain. les PTZ. C'est pas possible. Il n'est pas, justement, je suis avec vous pour... Alors avec un apport de 20%, soit 49 700 €, un emprunt sur 25 ans. Alors moi j'ai mis 3%, mais je vais remonter un petit peu après. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 942,73 €. Bon, c'est pas mal. Allez, on continue à faire le Tour de France. Rapidement, allez, direction la Normandie. On va en Normandie, à Gretz-Armainvilliers. On va sur les traces de l'Agence, cette fameuse émission sur Netflix qui met en scène la famille Kretz, parce qu'en fait il y a un bien qui est mis en vente depuis de longs mois. C'est une propriété d'exception. Un château, Jean-Marie, de 9000 mètres carrés, 100 pièces, 40 chambres. La plus grande cuisine de France, voire d'Europe, un des plus grands châteaux privés de France, dans un style assez particulier. C'était un château qui, vu du ciel, quand vous arrivez en hélico, mon cher Jean-Marie, forme un point d'interrogation. Alors je vais faire rapide. Dans quelle chambre vais-je dormir ? Je pense que c'est ça la question. C'est tout à fait ça. Alors ce château était la propriété du roi du Maroc, Hassan II, qui le reprend dans les années 90. Après 100 millions d'euros de travaux, une broutille, il fait transformer l'intérieur en palais marocain. Après sa mort, ce château et son domaine reviennent donc à son fils Mohamed VI. Un domaine immense avec 2 étangs, une forêt, une ferme biologique, un haras et 36 dépendances, parce que les chambres ça suffit pas, sans compter les nombreux bâtiments annexes. Bref, un prix de vente à 180 millions, ce qui en fait le bien le plus cher de France actuellement. Puis on sait jamais, en plus le château est situé à 30 km de Paris et seulement 20 minutes de Disneyland. Eh bien merci pour tout. En tout cas, Grégoire Darico, Bérénice de Villefloriot et Sylvain Lévy-Valency. Cette émission sera rediffusée mardi prochain à midi sur Radio Imo. Je vous dis à samedi prochain les amis. Avec grand plaisir. Bonne semaine à tous. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.